On enchaîne avec FlyScan, une société de Québec qui est gérée par M. Éric Bergeron, qui est CEO et ingénieur chez FlyScan. Donc, j'ai eu la chance de m'entretenir avec eux récemment. Effectivement, une entreprise très intéressante qui développe une suite de solutions de télédétection aérienne pour la protection des infrastructures énergétiques, particulièrement les pipelines, je crois, et en utilisant une combinaison de senseurs au niveau spectroscopie, imagerie hyperspectrale et LiDAR, et des logiciels, bien sûr, de reconnaissance d'objets de cartographie. FlyScan permettra aux opérateurs de pipeline de détecter rapidement de petites fuites souterraines ainsi que différents facteurs de risque qui pourraient provoquer des fuites. Alors, Eric? Oui. Bonjour tout le monde. Donc, je vais prendre le contrôle de l'écran. Oui. Donc, vous voyez tous la présentation en mode plein écran? Oui, tout à fait. Parfait. Bon, alors merci de m'inviter. J'ai fait une présentation assez haut niveau, pas très technique. On peut aller dans les questions plus techniques plus tard, puis ceux qui veulent me contacter après pourront le faire. Là, je dois quitter malheureusement pour 15 heures. Mais comme Marc-André vient de dire, FlyScan, comme le nom le dit, on vole et on scanne. Donc, c'est un mélange de remote sensing, d'intelligence artificielle, d'avionics. C'est très complet comme technologie qu'on mélange ensemble pour adresser un besoin de l'industrie qui est présentement non adressé. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme mission? C'est que notre mission, c'est d'aider les compagnies d'énergie qui ont des infrastructures surtout linéaires à gérer les risques pour leur permettre de réduire les probabilités de catastrophes et aussi le coût des catastrophes. Donc, le risque, comment on le quantifie, c'est la probabilité de catastrophe fois le coût d'une catastrophe. Donc, ça, il y a un paquet de métriques qui existent au niveau des probabilités de fuites qui arrivent par année, par kilomètre en Amérique du Nord. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve les fuites de pipelines souterrains qui sont invisibles à l'œil nu avant qu'elles deviennent des catastrophes majeures, ou on trouve à l'avance qu'est-ce qui va causer une fuite. Exemple, un bulldozer en train de creuser dans la servitude, des risques géologiques qui vont causer des éboulements ou des glissements de terrain, des anomalies dans la végétation qui sont symptomatiques d'une fuite qui s'en vient ou d'une fuite présente mais qui est très petite, de l'érosion du sol due à des puits torrentiels. Ça arrive beaucoup au Texas. Là, ils ont des puits diluviennes qui vont carrément emporter tout le sol. Donc, même s'il y a 2 mètres de sol par-dessus le pipeline, il va se trouver à être exposé à l'air libre après une journée de pluie comme ça. Donc, et aussi, il y a des marqueurs à tous les temps de kilomètres ou temps de mètres sur la servitude du pipeline. Donc, c'est de déterminer est-ce qu'il manque des marqueurs, est-ce qu'ils sont endommagés, est-ce qu'ils sont tombés. Donc, on vient automatiser tout ça. Et ça, c'est toutes des fonctions qui sont aujourd'hui faites par des humains qui volent dans un avion ou dans un hélicoptère et qui regardent par la fenêtre. Donc, c'est un procédé actuellement qui est très, très artisanal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on détecte les petites fuites tôt. Ça, c'est vraiment physique. Là. C'est la physique, c'est soit par spectroscopie, soit par imagerie hyperspectrale. On vient détecter la présence physique, chimique d'hydrocarbures sur le sol, au travers du sol, qui viennent de pipelines souterrains. Donc, c'est vraiment... Les pipelines sont toujours souterrains en Amérique du Nord, ne sont jamais à la surface comme on voit dans les images. Là, ça n'arrive pas, ça. Et aussi, un petit point, là où on se concentre, nous, c'est la détection des hydrocarbures liquides, donc le pétrole, la gasoline, le diesel. Il y a beaucoup de compagnies qui font déjà la détection du méthane. Donc ça, le méthane, c'est un produit... c'est un problème qui est déjà bien adressé. On s'en occupe pas. Donc, on s'occupe là où il n'y a personne, c'est-à-dire les hydrocarbures liquides. Ensuite, on détecte ce qui va causer des fuites. Donc, c'est automatisé dans l'inspection visuelle. Aujourd'hui, il y a une obligation réglementaire. À tous les 2 semaines, les opérateurs de pipeline de survoler ou marcher, ou ils peuvent se promener en 4 roues, mais généralement, ils volent parce que ça coûte moins cher pour le kilométrage qu'ils ont à couvrir. Mais à tous les 2 semaines, il y a un pauvre gars qui regarde par la fenêtre, puis en même temps, il doit piloter l'avion et regarder par la fenêtre. Et il y a une liste d'épiceries d'environ 30 affaires à trouver en même temps. Ça va de présence de machinerie, comme j'ai dit, l'érosion, des animaux morts, de la terre fraîchement remuée, la présence de sismographes. Il y a une liste là, extrêmement longue de choses que les pauvres gars doivent trouver. Et généralement, ils volent pendant 3 heures, 4 heures. Donc, en plus, c'est impossible de le faire. On devient
on devient fatigué à long, on devient ennuyé. Donc, on s'ennuie ou on est distrait par quelque chose d'autre. Donc, nous, on vient automatiser ça avec du software, du machine learning, pour faire un système qui n'est jamais distrait, qui s'ennuie jamais, qui n'est jamais fatigué. Et on détecte aussi la présence de géohasards, donc des risques géologiques avec un lidar qui vient faire un mapping fin du sol pour détecter si le sol a bougé ou soit qu'il s'affaisse, soit qu'il monte. Et tous ces changements-là, c'est des changements souvent qui vont être très subtils. Donc, nous, on vient les analyser au fil du temps. Donc, si le sol bouge de 1 cm par semaine, à l'œil nu, on ne le verra pas. Mais après une semaine, à tous les semaines, on va voir que le sol a commencé à bouger. Donc, c'est ce qu'on vient automatiser avec du AI. Vous allez voir plus tard, on capture des quantités de données astronomiques. Donc, le 5G, pour nous, devient une façon de communiquer avec la base pendant qu'on vole ou quand on se pose, parce que souvent, on va voler dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de bandes passantes. Donc, si on pouvait avoir une antenne 5G dans un village quelconque, bon, on peut au moins downloader les informations qu'on a capturées de façon efficace. Donc, on a 3 plateformes de vol pour la capture des données. Une qui est la Cessna 208 avec le laser ultraviolet. Donc, ça, c'est un laser qui pèse environ 300 kg, qui consomme 2 kW d'électricité. On s'entend que ce n'est pas un système qui va aller sur un drone, c'est de la grosse machinerie. Par contre, ça détecte des molécules de benzène, des traces en parties par milliard. Donc, c'est extrêmement sensible, mais ce n'est pas tous les clients qui vont vouloir payer pour ça. Donc, on a aussi dans la segmentation de marché une version plus abordable avec une caméra hyperspectrale et des caméras visibles qui, elles, peuvent aller soit sur des avions abordables comme un Cessna 172 ou des UAV, là, des drones. On voit ici un exemple, un drone québécois là, fait par la Flamme Aviation, qui est une espèce de mini-hélicoptère Chinook, donc qui peut transporter quand même un bon cargo. Donc, on a une variété de versions en fonction du prix que le client est prêt à payer au niveau du transport et aussi de la sensibilité qui est requise. Au niveau AI, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est automatiser les quantités de données capturées par des senseurs physiques qui sont des bonnes vieilles caméras visibles. Donc ici, on a une caméra RGB qui va photographier à haute vitesse la servitude du pipeline et on vient détecter de façon automatique la présence ici de machinerie. J'ignore pourquoi, mais à tous les mois, il y a des gens qui s'en vont creuser dans une servitude de pipeline puis qui causent des dommages au pipeline et ça cause des fuites, ou ça cause des dommages qui sont recouverts de terre et quelques années plus tard, ça fait de la corrosion et ça cause des fuites. Et on est aussi un lidar au niveau de la topographie du sol qui fait des nuages de points pour capturer là, le relief fin du sol pour voir comment il va changer dans le temps. Donc, vous voyez ici notre senseur notre pod qu'on appelle, qui va monter sur un hélicoptère. Ça, c'est pour ça, c'est en mode R&D quand on capture les données pour la photogrammétrie, le lidar. Donc, à chaque vol, on a des quantités absolument énormes de données à transférer. Et on va voler des pipelines soit dans le nord de l'Alberta, dans le désert du Texas. Donc, il y a des endroits où il n'y a pas vraiment de LTE. Et des villages où on se pose, là, des petites villes, souvent la connexion aussi va être plus ou moins fiable. Mais on a quand même des quantités extrêmement élevées puis de données à capturer. Actuellement, la façon de transporter ces données-là, c'est on enlève le disque dur puis on l'envoie par FedEx. Donc, c'est vraiment basic. Là, on enlève le disque dur puis on l'envoie par la poste. C'est la seule façon de transporter efficacement des données avec les volumes qu'on transporte. Donc, vous voyez ici des exemples de données après 4 heures de vol, le genre de volume qu'on peut capturer. Au niveau imagerie, ça va être 3 terabytes de données pour 4 heures de vol. Les senseurs lidar ne sont pas tellement énormes comme quantité de données, mais tout ça monte vite. Puis vous voyez que c'est ça. Si on vole 8 heures par jour, ça va faire 6 terabytes de données. Donc, si on va avec un lien LTE, c'est beaucoup trop lent. Et puis même avec une connexion filaire à haute vitesse, mettons dans une chambre d'hôtel, c'est beaucoup trop long. Là. C'est moins long de l'envoyer par la poste que d'utiliser les données sans fil ou l'infrastructure filaire de base qu'on peut trouver dans bien des endroits. Donc, nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est du 5G pour tester la capacité d'avoir une antenne 5G locale où on se pose pour downloader à très haute vitesse ce qu'on capture comme données.
Et en vol, si on peut avoir du 5G sur des bandes de fréquences plus basses là, pour avoir de la bonne couverture, c'est de faire de la télémétrie et aussi de redonner du signal quand on vole. Donc, exemple, si on trouve une fuite, il faut communiquer immédiatement avec l'opérateur. On ne peut pas attendre de se poser puis d'envoyer le disque dur par la poste. Il faut communiquer directement. Si on trouve la présence d'une équipe de bulldozers en train de creuser dans la servitude, il faut aussi être capable d'envoyer en temps réel à la compagnie, à notre client, de l'imagerie avec, avec des images de l'équipement qui est présent, identifier les équipements, la localisation, donc coordonnées XY sur la carte au niveau interfacé avec leur système de géomatique. Donc, il y a beaucoup de données en temps réel envoyées que, encore une fois, le LTE est un peu lent pour envoyer ça. S'il y en a, des fois, il n'y a carrément rien. Par contre, si on pouvait avoir du 5G disponible, ça me permettrait d'envoyer en temps réel des données qui sont urgentes et aussi, ou du moins, au minimum, quand on reprend de la couverture, envoyer en différé. Mais si c'est en différé de 20 minutes, de 25 minutes, ça permet quand même d'envoyer une équipe au sol, d'intervenir avant qu'une équipe de bulldozer crée un éventuel dommage au pipeline. Donc, c'est vraiment ça notre intérêt pour la 5G. C'est du 5G, c'est de l'AI, c'est un mélange des deux. Mais le volet 5G aujourd'hui, c'est surtout pour être capable de transférer les volumes là, astronomiques de données qu'on capture et aussi de donner une façon en temps réel ou semi-réel de donner du feedback à nous et de l'information critique à nos clients. C'est ça. Merci beaucoup, Éric, de nous avoir précisé effectivement que bon, les différentes applications que vous pouvez faire avec votre technologie, mais également ce que vous souhaitez avec la 5G qui permettra évidemment d'optimiser en temps réel le transfert de data. Donc, on comprend bien que effectivement, il y a des choses en développement, mais que la 5G va considérablement améliorer le transfert d'informations. Oui. Je vous remercie, Éric. Rien. Je vais me déloguer. Je vais arrêter. Oups, je vais me quitter un instant. Ce sera pas long. Stop share. Et voilà. Excellent. Alors, nous passons maintenant avec l'entreprise Rexis. Alors, Rexis est une entreprise de Montréal. M. Omar Chakroun qui va nous présenter, donc ingénieur chez Rexis. Rexis se focalise sur le déploiement d'applications relatives au système de transport intelligent, à la sécurité routière et des services sensibles, et évidemment au délai, ce qu'on parle toujours de la latence dans la 5G, qui nécessite évidemment de larges bandes passantes. On vient de le mentionner avec Éric, donc de chez Flyscan, donc pour la transmission de données à travers le réseau.